Bonjour à tous. Alors, la Société algérienne de pharmacie hospitalière et oncologique, c'est une société qui a été créée en 2015 et elle regroupe tous les pharmaciens à l'échelle nationale. Alors ici, le pharmacien hospitalier, j'ai donné thérapie à coût élevé et point de vue du pharmacien hospitalier. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on espère que le pharmacien hospitalier verra le jour et aura un statut. Alors, qu'est-ce que les thérapies à coût élevé? Tout ce qui est thérapie à coût élevé, c'est l'innovation. Donc, qu'est-ce que l'innovation? Qu'entendons-nous par cette innovation? Est-ce que c'est uniquement les molécules d'oncologie? Je dirais non. Ça peut être des dispositifs médicaux et ça peut être aussi des réactifs. Alors, accès à ces médicaments et à ces soins, en Algérie, la politique de l'Algérie et la loi, c'est tout patient doit avoir son médicament. Tout patient doit se traiter de manière légale, à des prix bien sûr abordables et essentiellement pour avoir un niveau de santé le plus élevé. Nous avons vu dans nos hôpitaux que nous gérons des pathologies très importantes telles que les pathologies cardiaques, la cancérologie, la greffe de moelle, les implantations, etc. Alors, qu'est-ce que le pharmacien doit penser? Le pharmacien hospitalier, je dis bien hospitalier, il doit penser accès aux soins et accès aux médicaments. Mais hélas, tous ces produits-là coûtent cher, avec des budgets qui ne se sont pas du tout changés depuis 2015, malgré les nouvelles pathologies. Donc, on doit optimiser l'action médicale et on doit étudier les conditions optimales de la répartition des ressources, tout simplement pourquoi? Parce que dans le journal officiel, nous avons deux chapitres, le chapitre 13 et le chapitre 14, dans lesquels nous devons faire attention aux besoins budgétaires. Alors, c'est quoi une innovation? Une innovation, tout simplement, c'est un traitement qui peut être innovant, qui reprend un besoin non couvert et bien sûr, il améliore la survie globale. Bien sûr, dans certaines pathologies, il doit aussi améliorer la qualité de vie. Aussi, je ramène un médicament pour réduire les effets indésirables d'un produit que j'utilisais avant. Et bien sûr, la réduction du traitement et utilisation simplifiée. Alors, nous avons vu depuis les années 96, nous avons vécu pas mal d'innovations. Je prendrai le premier, c'était le Zofren, l'ondocétron, à laquelle il évitait que les malades qui prenaient surtout les produits de cancérologie évitaient les vomissements. Après, on a eu deux produits qui sont les facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance, surtout les malades d'oncologie aussi, tels que je connais bien, ils faisaient des neutropénies. Grâce à la filgrastine et au granocyte, les malades peuvent se traiter normalement. Et l'Algérie, quand même, avec les coûts élevés, elle en a acheté. Dans les années 98, nous avons vu aussi le Taxoter qui a rénové la pathologie du cancer de sein. Et en 2012, c'était où les budgets ont vraiment éclaté, c'était l'introduction de l'Herceptine, dans laquelle il y a eu des malades qui ont des rémissions complètes. Pour cela, l'innovation, je dirais, ce n'est pas l'innovation, mais le patient pouvait être traité normalement. Alors, mais là, tout ça a un coût, même si c'est efficace et le médicament a un service médical rendu, quand même, il a été acheté. Alors, la définition, l'innovation peut être de deux natures. L'innovation de rupture, telle que ce n'est pas uniquement l'oncologie, la pathologie de l'hépatite C, par exemple, qui est traitée maintenant en 3 mois, elle a été éradiquée. Avec toutes les molécules que nous avons utilisées, quand même, l'État algérien, le ministère de la Santé, et grâce à notre producteur local,
qui a fabriqué le Sofos-LED, à laquelle il nous a bien sûr diminué notre facture d'importation de certains produits qui étaient excessivement chers. Mais là, on est content d'avoir cette innovation thérapeutique. L'imatinib, tel que je connais bien, c'est un inhibiteur de la tyrosine kinase. Au lieu de faire une greffe de moelle qui coûte des yeux de la tête avec tous les malades, tous les effets indésirables des produits avec lesquels et l'hospitalisation qui peut durer 50 jours, quand même, l'imatinib a rendu beaucoup de services aux patients. Donc là, l'innovation, l'immunothérapie aussi, en particulier dans le mélanome, mais là, c'est un produit qui coûte excessivement cher et on a pu le ramener pour quelques malades dans lesquels ils ont répondu. Quoi des innovations ou pas innovations? Je prends le cas de la dialyse à domicile. Je dirais que c'est une innovation parce que le patient peut sortir, peut travailler toute la journée et faire sa dialyse à la maison. Donc, alors que le coût est différent. Mais quand même, il existe des patients, ce n'est pas uniquement l'oncologie, ce n'est pas uniquement la neurologie, ce n'est pas uniquement la rhumato. Même en néphrologie, vous avez aussi de l'innovation. Même en ce qui concerne les dispositifs médicaux, il y a de l'innovation. Donc l'innovation, il ne faut pas penser uniquement aux médicaments, il faudra penser à la prise en charge de la pathologie. Je dirais aussi l'innovation aussi, ce sont les biomarqueurs, parce que si je n'ai pas de biomarqueurs, je ne peux pas acheter les molécules. Et ces molécules-là, ces réactifs-là, coûtent excessivement cher. Aussi, nous avons aussi, dans le cadre du cancer de poumon, pour nous pharmaciens hospitaliers, si nous n'avons pas le test du laboratoire, je ne pourrai pas dispenser ce produit-là. La politique pharmaceutique en Algérie, je dirais c'est tout le monde. Dans le monde, on pense de la même manière. L'objectif de la santé et de notre tutelle, c'est accès aux produits pharmaceutiques à tous les patients. Bien sûr, il faut qu'ils aient la qualité. Donc là, c'est indispensable la qualité du produit. Et bien sûr, je dois faire attention à mon budget. L'objectif économique actuellement dans notre pays, c'est de réduire la facture des produits pharmaceutiques, maîtriser l'importation et bien sûr donner la promotion à notre production locale. Et on est content parce qu'on a vu pendant la pandémie du Covid-19 que dans le monde on l'a vécu, quand même, on s'est bien en sorti avec notre production locale. Comment accéder au marché algérien? Alors, le marché algérien, si une molécule n'est pas enregistrée, n'est pas contrôlée, n'est pas validée par notre agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, il ne pourra jamais rentrer à l'hôpital. Parce que dans nos cahiers de charges, c'est une condition importante. Alors, par contre, le prix pour le pharmacien, je ne vous cache pas, ce n'est pas lui qui décide du prix, puisque nous avons une commission du prix au niveau de la NPP, au niveau du MIP, donc c'est lui qui décide du prix. Donc, le prix, il est décidé à l'importation, à la fabrication locale, qui constitue un moyen économique d'accès aux médicaments, d'accès aux dispositifs et d'accès aussi aux réactifs, qui n'est pas des moindres. Alors, qui dit enregistrement? Là, je ne vous cache pas, je suis ahuri quand on me dit, qui dit enregistrement, on vient chez moi en tant que pharmacien hospitalier, on me dit, madame, le produit est enregistré, vous devez l'acheter. Je dirais non. L'enregistrement n'est pas égal à l'achat. Enregistrement, cela veut dire que je pourrais l'utiliser, mais on ne m'oblige pas de l'acheter. Nous avons l'enregistrement de plusieurs produits et nous avons vu une nette amélioration entre 2017 et 2018. 2019, nous avons
l'introduction des produits de luminothérapie. On verra après la liste, il y a même d'autres produits qui sont rentrés en 2020 pour la neurologie. Ce sont des médicaments enregistrés, mais qui ne sont pas commercialisés. Pourquoi non commercialisés? Tout simplement parce qu'il faut faire une étude budgétaire. Ne pensez pas que le pharmacien, c'est une boîte aux lettres. Il reçoit ordre du médecin et il doit exécuter. C'est faux. Le pharmacien, avec cette liste-là, d'ailleurs le ministère de la Santé nous a envoyé cette liste, normalement le pharmacien est habilité à chercher dans le comité du médicament avec le praticien et de déterminer la nomenclature de l'établissement. Pour chaque produit, je dois faire une étude budgétaire. Donc, pour chaque produit, la pharmacie d'un hôpital n'aurait pas besoin de directeurs commerciaux, mais aurait besoin de délégués médicaux pour nous ramener le dossier pharmaceutique du médicament, pour voir les indications et utiliser le médicament qui a le plus d'indications, moins d'effets indésirables et bien sûr à coût moindre. Donc, je dois aussi cibler la population. Par exemple, je prends dans mon cas, je suis dans un EHS à ETD. Je sais que les médicaments de la SEP sont importants. Je vois que les médicaments ont la même indication. Je dois choisir une seule molécule pour mon établissement. Je ne dois pas traîner 5 ou 6 molécules qui ont la même indication dans mon établissement. Je dois rationaliser les budgets et c'est ça le rôle du pharmacien hospitalier. Bien sûr, je dois déterminer le patient et bien sûr, je rends ordre de priorité du médicament pour chaque patient. Donc, je sais par exemple, dans mon cas, l'immunoglobuline, c'est une priorité dans mon établissement. Donc, il doit y avoir une seule molécule pour cette pathologie, sauf s'il y a bien sûr des contre-indications pour le patient, surtout concernant les excipients. Maintenant, prendre en considération bien sûr les effets indésirables. Dans mon hôpital, en tant que pharmacien, il faut faire très attention. Il ne faut pas acheter pour acheter les molécules, mais il faut voir aussi les effets indésirables. Les effets indésirables, comme on a vu dans certains cas, qu'il y a carrément arrêt de molécules. Je n'utilise plus ce produit-là. Mais là, il faut faire très attention. Les fenêtres thérapeutiques peuvent vous entraîner des produits qui vont rester au niveau de votre pharmacie non utilisés, qui risquent de se périmer à des coûts élevés. Là, je dis aux pharmaciens hospitaliers de bien étudier chaque molécule que vous faites rentrer dans votre établissement. Et bien sûr, avoir une molécule dans laquelle l'hospitalisation est moindre. Alors là, nous voyons les budgets d'un hôpital uniquement pour les anticancéreux pour tous les hôpitaux algériens. Nous avons vu ici, par exemple, en 2021, il y a une inflation du budget des anticancéreux. 2022, vous allez voir, c'est moindre, mais tout simplement, c'est qu'en 2020, il y a eu carrément la pandémie du Covid, donc il y a eu arrêt carrément de l'activité d'un hôpital. En 2022, en 2021, nous avons acheté, donc il y a eu une inflation. Et en 2022, nous avons connu beaucoup de ruptures de ces produits-là. D'ailleurs, même les patients, on n'arrivait pas à leur donner leur protocole. Les 19 molécules-là que nous avons, ils consomment les 50% du budget de 50% du budget de la PCH. Il faut savoir aussi que la moitié des budgets des hôpitaux vont chaque année, d'après la circulaire du 11 novembre 2011, va vers la PCH. Alors, ce que gère le pharmacien hospitalier au niveau de son hôpital, il ne gère que les 50% qui lui restent. Ces 50% qui lui restent, il doit compléter les médicaments qui lui manquent, il doit compléter les dispositifs qui lui manquent et il doit compléter le réactif qui lui manque, sans compter les produits d'hygiène et bien sûr l'instrumentation.
Donc vous voyez que le pharmacien hospitalier est en pleine galère et il doit avoir quand même un mérite et un statut au niveau d'un hôpital. Donc en 2018-2019, vous voyez là que l'analyse de la consommation, c'est surtout les produits, les biosimilaires et les anticorps, le trastuzumab à 440, dans laquelle on l'a utilisé. Tout ça revient au mérite des pharmaciens qui maintenant font les calculs et dispensent les protocoles par patient. Alors là, on nous demande comment budgétiser, comment rationaliser. Moi, je vous dirais que le pharmacien hospitalier ne rentre pas du tout en considération au niveau des prix. C'est la PCH, et bien sûr, au cours de l'enregistrement, et c'est la PCH qui négocie les marchés pour les hôpitaux. Alors, c'est à la PCH de voir avec la CNAS comment avoir de l'argent, comment discuter avec les laboratoires pour pouvoir, au moins, puisque nous avons des articles depuis 2016 qui sont en attente et à ce jour qui ne sont pas encore discutés. Alors nous prenons l'article 98 par exemple, le remboursement par la sécurité sociale, c'est sûr que la CNAS participe avec un prix forfaitaire au niveau des hôpitaux, mais ce n'est pas suffisant. Donc pour les contrats de performance, là, la PCH doit travailler, je pense, solennellement avec la CNAS. Et bien sûr, concernant les produits aussi, un produit acheté et 2 autres gratuits, là aussi, c'est la pharmacie centrale qui doit revoir toute la réglementation d'achat pour pouvoir négocier les prix pour que nos patients arrivent à avoir ces médicaments. Nous avons 2 types de mécanismes. Donc on a vu, d'après l'arrêté, si la PCH travaille, le ministère de la Santé travaille à la CNAS, je pense qu'il doit y avoir un accord prix-volume. Ça c'est important, tous les pays le font. Et bien sûr, les contrats de performance, même si c'est un produit qui ne me ramène pas un service médical rendu, il peut être remboursé par les laboratoires. Alors le gain payeur, garantir le payeur contre les différents risques. En réalité, le pharmacien hospitalier ou le directeur de l'hôpital, c'est vrai, nous avons un budget, nous devons payer, mais en réalité, le plus contraint et celui qui a le plus de problèmes de paiement, c'est la pharmacie centrale des hôpitaux. Donc, elle nous donne, même si on s'endette. Le problème, c'est le ministère de la Santé qui nous couvre, parce que c'est un problème de santé publique. Nous devons avoir ces produits-là au niveau de l'hôpital. Alors, le risque sur l'efficience des traitements, ratio coût et efficacité. C'est vrai, nous pensons à l'efficacité. Bien sûr, il y a un comité de médicaments qui est à l'hôpital. Ce comité du médicament est constitué par l'ordonnateur qui est le directeur, le pharmacien-chef qui est responsable de l'approvisionnement de ces médicaments et bien sûr le clinicien. Ce n'est pas le pharmacien qui dépense, mais je dirais que le clinicien, c'est lui qui nous assure, c'est lui qui fait ces dépenses-là et c'est lui qui donne la facture de ce médicament qui est cher. Alors pour permettre l'accès rapidement à ces médicaments, il faut que la pharmacie centrale des hôpitaux, c'est à elle de trouver comment acheter et comment avoir ces ressources. La première ressource, je vous ai dit, on nous a enlevé la moitié des budgets des hôpitaux sont vers la PCH, mais je pense que maintenant, il faut aller vers le mieux, soit les contrats de performance, soit travailler autrement. Alors, éviter pour un service non rendu. Nous avons reçu des médicaments pour certaines pathologies qui n'avaient aucun service médical rendu. Donc, ce sont des dépenses pour rien. Donc, c'est pour ça que je dis aux pharmaciens hospitaliers, faites attention. Et pour chaque produit qui vous rentre au niveau de la pharmacie, il faut avoir un dossier pharmaceutique.
pas de délégués commerciaux, combien il vous reste, combien vous donnez, etc. Alors, en conclusion, un petit nombre, vous avez vu, ce n'est pas aussi nombreux, un petit nombre de médicaments pèse cher sur le coût avec un bénéfice clinique pas toujours bien démontré pour certains produits. C'est pour ça que j'ai dit, lorsque le ministère de la Santé nous a demandé les prévisions, il faut bien analyser cette liste, la budgétiser et étudier produit par produit. Il est nécessaire de prendre, premièrement, les aspects cliniques. Bien sûr, sans les cliniciens, je ne peux rien faire. Nous, c'est économique, puisque nous faisons de la pharmacoéconomie, pour décider du positionnement de chaque molécule au niveau de notre établissement. Bien sûr, les coûts de l'hôpital peuvent être amoindris en optimisant les produits d'achat. Ce n'est pas la peine pour une même pathologie d'avoir 5 molécules qui ont la même indication. Il faut que le pharmacien au niveau de l'hôpital doit être fort. Les mécanismes de fixation sont complexes, donc ce n'est pas nous qui le faisons, c'est au niveau de l'ANPP. Il y a tout un comité qui font. Et des nouveaux modèles de financement innovants, là, nous le demandons à la PCH de voir quels sont les contrats qu'elle doit faire pour pouvoir acheter ces médicaments. Et là, malheureusement, nous pouvons avoir ces médicaments si nous faisions des études, des essais cliniques de phase 4, ce sont des essais d'observance. Bien sûr, là, on pourrait aussi savoir si le médicament est efficace ou non efficace. Le clinicien décidera et il donnera sa conclusion. Et bien sûr, le pharmacien va suivre au niveau du service, puisque nous avons maintenant des pharmaciens au niveau du service. Et je vous remercie.